Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21h. Ça y est, on commence tout doucement à reprendre le rythme. Cette saison 3, elle a eu du mal à démarrer, mais on fait comme on peut. Mesdames et messieurs, c'est curieux ce goût de l'humain pour le morbide et le macabre. Ne trouvez-vous pas ? C'est à la fois repoussant et attirant. Là où ça m'a le plus interpellé, vous avez peut-être suivi l'actualité il y a quelques mois, ou l'année dernière, je ne sais plus, j'ai plus de notion du temps, quand, techniquement c'était l'année dernière, lorsque le film Terrifier 3 est sorti en France et que on lui a placardé un bon gros interdit aux moins de 18 ans, tout le monde pensait que ça allait flinguer le film au box-office, en tout cas en France, et contre toute attente, ça a été un buzz monumental, une espèce de curiosité malsaine qui a attiré tout le public de ce film-là, en salle, et je crois même que Terrifier 3 est l'opus qui a fait le plus d'entrées en France. Mais ça reste à confirmer. Et c'est étrange, ce goût de l'humain pour le macabre. Et je me suis dit, pourquoi pas en discuter avec un friand de macabre, parce que c'est un auteur dont c'est le style littéraire. Il a travaillé sur pas mal d'anthologies autour de l'occulte et du démonique, et il a sorti en 2021 son livre Le labyrinthe de Satan, très inspiré de la Divine Comédie de Dante, et très teinté de gothique. Lorsque mon ami Lucas, je l'embrasse, lui nous aura aidé sur pas mal de points, lorsque Lucas lui a proposé, il était partant, on a un petit peu discuté en coulisses, et je pense qu'on fera une émission très intéressante ce soir. Je vous demande d'accueillir Aaron Judas. Oula, la capture un peu foirée, mais... Ah. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter ce soir et que mon propos vous parlera, vous intéressera. Donc voilà, je suis ravi d'être présent sur cette émission de Radio Dojo, honoré. Et voilà, on va parler macabre, fantastique, horreur, plein de sujets. Si vous êtes présent dans le chat, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez approfondir. Mais voilà, je ne sais pas si je dois me présenter, est-ce que je fasse des présentations plus longues, enfin voilà. C'est toi qui Mais, vois, si tu mais je penses suis que auteur. si tu penses que ma présentation avait mérite un développement, n'hésite pas. Non, non, c'était très bien. Voilà, ça fait 10 ans que j'écris. À la base, j'ai fait du métal dans un groupe pendant une quinzaine d'années. Après, j'ai réalisé des clips et des courts-métrages et je me suis mis à l'écriture il y a une dizaine d'années. Et mon premier texte est sorti en une anthologie qui s'appelait Sombre Félin. Et ça parlait de chats et d'horreur. Et oui. Et donc, oui, le macabre est présent dans ma vie depuis très, 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 très longtemps. Je suis un passionné, que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la littérature, depuis que je suis enfant. J'ai écrit mon premier texte, c'était un texte d'horreur. Je devais avoir, allez, 7 ans, 8 ans. Et c'était un livre en forme de cercueil que je prêtais à mes potes. Et voilà, c'était une histoire de fantôme. Et à la fin, c'était un mec, un cercueil. Et il y avait un squelette au fond. Enfin, voilà. Donc, du coup, on va parler de macabre, de danse macabre et de fantastique ce soir. Mais surtout, c'est en lien avec ton actualité, parce qu'il y a quelques jours, tu rentrais d'un festival à Gérardmer. J'ai pas fait l'erreur. Non, t'as pas fait l'erreur, c'est très bien parce que voilà, je pense que tu dis Gérard Mer, c'est bon là, non, C'est- non, voilà, j'étais à Gérard Mer pour le festival du film fantastique. Qui a commencé il y a une semaine et j'ai fait 5 jours là-bas de dédicaces. Et j'étais avec Bernard Werber, Az l'Épouvantail, Fabien Delage, Nicolas Martin, enfin voilà, pas mal de pointures de l'occulte, du fantastique, de l'horreur et de la science-fiction. J'étais en dédicace avec toutes ces personnes et ça a été un festival incroyable. Et je suis désolé, j'ai un peu la voix cassée, hein, je m'en suis pas encore totalement remis. Mais voilà, il y Si ça peut a te cinq rassurer, jours de ça s'entend dédicace. pas. Si ça peut te rassurer, ça s'entend pas. Ok, bah c'est top. C'est top, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Pour les auditeurs, voilà, je m'excuse si ma voix déraille de temps en temps. Mais un festival fantastique de Jarmé, un festival incroyable, dans une très jolie ville, et voilà, où on célèbre le fantastique, l'horreur, dans toutes ses formes, dans la pluralité des genres. Et c'était incroyable, incroyable. D'accord. On va commencer par parler un petit peu de toi, parce que tu es aussi là pour ça. Sur ta biographie sur Babelio, alors elle est peut-être pas à jour, mais ils expliquent que tu as nourri, que tu as, je cite, nourri un goût pour le macabre dès ton enfance. Exactement, c'est ce que je te disais, hein, après, c'est des choses que je pense que ça te parlera peut-être à toi, peut-être à certaines personnes qui nous écoutent.
Voilà, ce truc qu'on a étant gamin, où on est attiré par ce qui est un peu dark, ce qui est un peu sombre, ce qui est un peu creepy. Voilà, des choses étranges, hein, des dessins animés, des séries, des films, des musiques. Voilà, c'est un univers, ça peut commencer par les contes et légendes, hein. On commence tous par les contes et légendes étant tout petit. Et, euh, et moi, j'aimais avoir peur. J'aimais vraiment avoir peur. J'ai cultivé ce goût de la peur. Et au moment où la peur commence à disparaître, quand tu vieillis, non, j'ai continué à approfondir la chose en allant vers le cinéma, l'écriture. Et non, quand j'étais gosse, il y avait des dessins animés, mais bah, tu commences avec Scooby-Doo, on va dire par là, ouais. Truc basique, classique. D'ailleurs, je salue mon copain Thomas Bauduret qui a traduit les Scooby-Doo en roman, voilà. Du coup, Scooby-Doo étant gamin, ça te parle, tu vois, les monstres, voilà, des monstres. Il y avait Dardarmotus, il y avait le Croque-Monstre Show, il y avait plein de choses comme ça qui passaient à la télé, des dessins animés. Et je me disais, je trouvais ça fascinant en fait. Je préférais les monstres aux humains. Le vampire, le loup-garou, toutes ces créatures, je les préférais aux humains. Les humains, je les trouvais inintéressants. Alors que les créatures étaient incroyables. Et la passion du monstre est arrivée là. Comme, Et ça a comme disait ça la chanson de Stupéflip, déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Exactement, Stupéflip vite, ouais. Non, voilà. Mais bref, soit derrière le cinéma est vite arrivé parce que tu réclames en fait, c'est comme une drogue. Ouais, je vais comparer ça à une drogue. Tu dis ouais, j'en veux plus quoi, j'en veux plus. Les dessins animés, c'est cool, les petits livres, les petites bandes dessinées, ben on sait moi des films. Il y avait à l'époque, je lisais Pif Gadget, alors ça en parle peut-être aux plus anciens. Mais Pif Gadget, il faisait des petits reportages sur les effets spéciaux au cinéma, il parlait de films. Et je me rappelle d'un article sur le loup-garou de Londres, tu vois. Et j'ai dit, waouh, le film a l'air incroyable. Et j'étais trop petit pour le voir, bien sûr. À 6 7 ans, tu vas pas voir Loup-garou de Londres, quoi. Bah voilà, tu vois, tu fais chier tes parents, tu fais chier le frangin, tu fais chier la famille, et puis ils finissent par te louer un film d'horreur. Et j'ai commencé avec Halloween 2 de Rick Rosenthal. C'est pas Carpenter qui l'a réalisé, le 2. Et le film m'a terrifié. Voilà. Bon, tu parlais de Terrifier tout à l'heure. Moi, j'étais terrifié par Halloween 2. J'étais tout petit. La musique d'Halloween, je l'entendais quand je m'endormais. C'était mes dents de la mer, tu vois. Là, j'étais, mais vraiment. Mais t'avais quel âge à ce Et, moment-là? j'avais, ouais, 7 8 ans. Hein, j'étais tout petit. Hein. Eh, mais Et, c'est moi où à l'époque on en avait rien à foutre des limites d'âge. à partir du moment où tu montrais que tu étais capable d'affronter l'épreuve du film d'horreur, c'était un go. Et voilà, et Michael Myers m'a fasciné, mais fasciné. Et je me souviens des images le tout début de Halloween 2 où il a disparu, parce que c'est la continuité du premier, où il se relève de la pelouse, il disparaît. Enfin, cette figure incroyable, le croque-mitaine, quoi. Voilà, le croque-mitaine absolu. Mais terrifié, mais pas encore fasciné. La fascination est arrivée progressivement. D'ailleurs, j'ai découvert The Thing de John Carpenter, qui est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. The Thing de Carpenter, c'est chaque année je l'ai vu mais des dizaines et des dizaines de fois. Voilà, The Thing, d'ailleurs, voilà, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça a été dans mon parcours un film très très important. Et The Thing, je le regardais les étés chez mon oncle. J'avais un oncle dans le sud de la France qui enregistrait tout ce qui passait à la télé. Et bah voilà, il s'en foutait, il savait pas trop ce qu'il nous mettait comme cassette. Oh, le film là, il a l'air bien, les gamins, allez-y, The Thing, alors, avec Il y a un peu ce cliché, les oui. chiens loups, les Il y a un peu, choses, il y a un peu ce cliché de exceptionnel. l'oncle. Il y a un peu ce cliché de l'oncle. Vas-y, tiens, mais regarde ça pendant que je suis à bouffer. Là, d'un coup, t'as l'oncle. Voilà. Et du coup, The Thing, et là, pour la peine, j'avais plus peur. J'avais vraiment plus peur, je le trouvais fascinant. J'ai dit, waouh, les effets spéciaux, les trucs, et puis bah, c'était lancé. Après, j'en suis à quasiment une quarantaine d'années de passion pour le cinéma d'horreur. Et, euh, et voilà, donc derrière, ouais, c'est que de l'amour pour le macabre. Et puis il y a aussi, j'ai envie de te dire, ta façon de penser, ta manière d'être. Je comprends les personnes qui ont pas de fascination pour ce monde-là. Euh, je comprends, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment méga fascinées par le macabre. Voilà, le macabre. On reviendra sur la thématique du macabre, si tu veux, un peu plus tard, Bien sûr. hein, dans l'histoire, sa signification. Mais voilà, c'est vraiment quand tu prends conscience que t'as une passion pour ça, au début tu te sens un peu seul. Et j'ai eu la chance de grandir à côté d'un vidéoclub, un vidéoclub à 50 mètres de chez moi. Et une femme qui le tenait qui était merveilleuse, hein, vraiment quelqu'un d'incroyable, et qui me conseillait les films. C'est vrai que je regardais les films d'horreur, donc à 10 balais, à 10 ans, j'allais, elle me disait, bah tiens, ça, prends ça, regarde ça. Puis c'était parti, là, des après-midi enfermés avec les potes à regarder des films d'horreur. Et c'est vraiment ce qui a nourri mon imaginaire, hein, le cinéma d'horreur. Et aussi une émission des années 80 qui s'appelait Temps X. Temps X qui est animé par les frères Bogdanov, je sais pas si Oui. tu connais. Ben, je Les connais, frères Bogdanov peut-être. je connais parce que je crois en tout cas, ils étaient à deux doigts de. Je crois que c'était eux qui devaient, à un moment, je sais pas si ça s'est fait, mais qui devaient s'occuper de diffuser Doctor Who, la saison du quatrième Docteur.
Exactement, exactement. Temps X, ce jeu, il diffusait des épisodes de la quatrième dimension quand j'étais gamin. Hmm. Le samedi après-midi, tu avais Temps X. Et donc, tu avais la quatrième dimension et il passait des extraits de films d'horreur. Hmm. Et c'est pareil, quand tu voyais que les extraits, que tu n'avais pas accès encore aux cassettes, aux vidéocassettes ou aller au cinéma, parce que trop jeune, c'était, mais moi, ça me hantait, quoi. Ça me subjuguait. J'étais hypnotisé par ces images. Et enfin, t'as lu ma biographie sur Babylone, les gens doivent se dire c'est du bullshit, quoi. C'est vraiment des conneries. Non, non, vraiment, j'ai grandi avec tout ça. Et avec des cousins qui étaient passionnés par le cinéma fantastique et d'horreur, qui achetaient les Mad Movies, l'écran fantastique, ce genre de magazines. Donc j'ai vite été vers ça. Et pareil, l'univers du jeu de rôle, les couvertures des livres dont vous êtes le héros, le manoir de l'enfer, ce genre de choses là. Tu dois être plus du genre Cthulhu que Donjons et Dragons, je pense. Oui, oui, nominé satanisme, mais, mais voilà, donc non, non, il y a vraiment une passion incroyable dès le départ et qui est montée crescendo. J'ai eu la chance de pouvoir finir mes études, parce que j'ai fait une maîtrise d'art et spectacle en audiovisuel au début des années 2000. Et je terminais avec un mémoire sur The Thing de John Carpenter. Hmm. Donc voilà, j'ai étudié pas mal de courants de cinéma à l'école, à la fac. Donc voilà, c'était passionnant, 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 passionnant. Je suis bavard, hein, je suis désolé. Non, non, y a pas de souci, mais on est là pour ça. Mais tu parlais de ton, tu disais, tu as dit, je préférais les monstres humains. Est-ce que tu t'es du coup reconnu dans ce qu'un petit réalisateur originaire de Burbank en Californie dans les années 80, un Tim Burton aussi, il est plus intéressé par les monstres que les humains. Est-ce que tu t'es un peu reconnu dans son cinéma ou c'était peut-être un peu trop aseptisé pour toi? Mais non, 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 je te rassure, vraiment, je suis pas porté que sur le cinéma d'horreur, hein. J'ai Oui, vraiment bien le sûr. cinéma dans tout, vraiment, que ce soit le drame, la fiction, science-fiction, C'était action. pour taquiner, évidemment. Voilà, je suis très ouvert sur le cinéma. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Mais Tim Burton, forcément. Écoute, moi, je me rappelle de Beetlejuice. Hein, j'ai découvert le cinéma de Burton avec Beetlejuice. Et j'avais une grippe, j'avais 42 fièvres. Et ma mère avait loué Beetlejuice au vidéoclub. Elle me claque Beetlejuice. Et là, j'ai voyagé. Je sais pas si c'était la fièvre Mm. ou son cinéma. Et c'était une claque, une putain de claque incroyable. J'ai adoré Beetlejuice. Vraiment un coup de cœur instantané. Et derrière, c'est sûr que j'ai approfondi un peu l'univers de Burton. Si tu prends son premier court-métrage, Vincent, en hommage à Vincent Price. Qui était le narrateur d'ailleurs. Vincent, ouais, exactement. Et Vincent, là, si tu veux parler d'un court-métrage macabre, c'est l'archétype du court-métrage macabre. Mm. Totalement macabre. On est sur un truc déjà, il y a Vincent Price dedans. Donc, macabre, c'est l'acteur du macabre, Vincent Price. Hein. T'as deux, trois acteurs du macabre, mais Vincent Price, il a incarné le macabre à l'écran. Hein. C'est l'acteur, bon, je crois, oui, on va le dire, Vincent Price est l'acteur du macabre. Mm. Le Masque de la Mort Rouge, adaptation d'Edgar Allan Poe porté au cinéma par Roger Corman, c'est lui. T'as tout un. Vraiment, et donc Vincent, j'ai découvert après, mais j'ai fait tous les films de Burton. Quand j'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack au cinéma, en 93, je crois, je crois que c'était lui qui l'avait réalisé, mais non, c'est pas lui. Non, il a Mais bon, produit. c'est clairement son univers. C'est Henry Son Selick, univers, qui est assez proche en termes d'univers. Exactement, exactement. Mais très longtemps, j'ai cru que c'était lui qui l'avait réalisé. Après, bon, j'ai rectifié mon erreur. Mais c'est l'univers de Burton, hein, tout ce côté où il rend hommage un peu au cinéma expressionniste allemand, au cabinet du docteur Caligari, Metropolis, Nosferatu, de Murnau, tous ces films-là qui sont les premiers grands films fantastiques de l'histoire. Il y a eu du fantastique avant, mais c'était plus, voilà, Méliès. Voilà, c'est expérimental. Alors que le cinéma expressionniste allemand, c'est le début du cinéma fantastique. Sur grand écran. Mm. Et Tim Burton, il s'est clairement inspiré. Et aujourd'hui, avec le recul, avec les années, après pas mal de ses films, moi je pense, bon, il y a quand même beaucoup de repompe, hein, de repompe. Malheureusement, dans ces films, voilà, c'est trop. L'inspiration, on la sent, mais il tourne en boucle, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Et si on a vraiment envie d'avoir de la beauté absolue, ouais, il faut aller vers son court-métrage, vers Vincent, mais vers les débuts. C'est souvent avec les débuts des réalisateurs qu'on voit qu'on a ce qu'il y a de meilleur, quoi, hein. Et Vincent, son court-métrage, la musique à la flûte au tout début, mais c'est c'est d'une tristesse et d'une beauté incroyable. Et, euh, et là-dessus, bon, on en reparlera peut-être après, mais c'est vrai que les Américains ont une vision du macabre qui est différente de la nôtre, hein. Mm. Totalement différente des Européens. Eux, ils ont une espèce de romantisme, hein. Ils voient le macabre comme quelque chose d'extrêmement romantique. Mm. Et ce qui a donné un peu
voilà, quand on voit la famille Adams, moi je suis un fan de la famille Adams, mais de dingo, vraiment la famille Adams des années 60. Même les films des années 90 sont exceptionnels. J'aime beaucoup moins Mercredi Adams, Wednesday là, sur Netflix, c'est un peu moins ma cam. Mais la famille Adams, on voit ils sont totalement macabres, la famille Adams, Hmm. mais extrêmement romantiques. Et c'est là on voit les différents courants de macabre qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est intéressant, tu vois, c'est très Ben, intéressant. ben, on va pouvoir développer, mais avant qu'on développe sur le macabre, je voulais te poser une question parce que ça fait le lien enfin, avec l'émission qu'on a fait avec Frédéric Livins parce que tu parlais de ce besoin d'avoir peur quand tu étais gosse. Et on a été surpris parce que lorsque c'est R.L. Stein qui le fait avec Chair de poule, ça passe. Les gens applaudissent, c'est une adaptation en série, en film. Au Japon, il y a eu Ghost Stories, pour ceux qui savent. Mais par contre, c'est vrai que quand lui est arrivé avec son recueil de petites histoires à faire peur, mais pas trop, qu'il a voulu tenter l'horreur infantile, on lui a fermé des portes en disant vous voulez faire peur aux gamins, vous n'avez pas honte. Et il a dit mais les gamins adorent avoir peur. Mhm. Exactement. Alors, tu parles de Fred, je le salue parce que forcément, on est une petite communauté dans l'horreur francophone. Et Fred est présent depuis tant d'années et avec un talent incroyable et c'est une très belle personne. Et voilà, c'est sûr il m'en a parlé de ça, du fait qu'il y avait des portes qui étaient fermées avec certains de ses textes. Et vouloir proposer des textes horrifiques entre guillemets, à des enfants, ben voilà. Alors que les chairs de poule, on les trouvait dans tous les supermarchés, on les trouvait partout. Mais parce que c'est anglais, si tu veux, c'est ça notre problème, nous, en tant que francophones, en tant que français aussi, on va lâcher la bombe, hein, c'est que quand ça vient d'ailleurs, c'est génial, mais quand c'est nous, c'est pas bien. C'est triste, hein, Manque de patriotisme, ça c'est et, vrai. euh, Ouais. c'est vraiment triste. C'est un truc que tu retrouves dans dans la musique, dans le cinéma. Quand c'est les autres, c'est bien, mais quand c'est nous, on peut pas. Et alors que ben, finalement, on a créé des genres. Quoi. Même, je pense, on a contribué grandement au macabre, au fantastique, à l'horreur. Et dans la littérature, il y a eu des très grands auteurs de fantastique. Et là, aujourd'hui, bah, quand tu es français, belge, suisse, enfin peu importe, tu veux proposer un texte pour les enfants qui soit du fantastique ou de l'horreur soft, les gens ils vont se dire non, non, mais il va nous faire un truc de bourrin, c'est pas possible, non, non, les enfants. Alors que il y a une phrase que je dis beaucoup, et que j'ai beaucoup prononcée ce week-end à Gérardmer et dans les jours, dans les dédicaces, pendant les dédicaces, c'est que la réalité dépassera toujours la fiction. En fait, quand tu penses faire de l'horreur, la réalité, elle te montre qu'elle fait pire, elle fait bien pire Mm. malheureusement. Et donc nous, on n'est pas les pires. Mais tu peux, oui, mélanger les mondes de l'enfance et le fantastique et l'horreur. Hein. J'ai un livre là qui est à côté de moi, si tu veux, je vais te le montrer. Hein, j'ai une petite pile de bouquins à côté de moi. J'ai pas tous les Ouais. livres, Et mais on a sorti un livre. j'en profite pour relever un comment. Ah, la cam elle bug un peu, 2 secondes. Voilà. Tac. Étrange enfance. Ok. Et voilà. Donc tu vois, Étrange enfance, c'est un titre qu'on a sorti il y a quoi? Il y a 4 ans aux éditions Luciférine. Donc tu as plusieurs auteurs dedans. Plein de petites histoires de fantastique et d'horreur soft. Hein. Et on s'est dit, bah voilà, on va proposer un titre aux ados et aux adultes. Et vraiment très fun. Hein. Décalé, t'as des poupées possédées, des clowns. C'était bien avant Terrifier, hein, avant la vague, avec la mode, le retour du cinéma de clown, on va dire ça comme ça. Ouais. Et, et donc, on a proposé ça, et c'est vrai que alors attention, je pense en dédicace, c'est peut-être le livre que j'ai le plus dédicacé ce week-end. Et j'ai eu un gamin de 9 ans, 9 ans, hein, qui est venu sur mon stand il y a une semaine. Hein. C'était le premier jour de dédicace, mais mercredi dernier, du coup, à Gérardmer. Et, et le gamin, il vient avec c'est ses grands-parents qui étaient derrière. Et le gosse, bah, tu peux pas mettre un âge sur une personne, c'est compliqué sur un Bah enfant. ça Donc ouais. tu dis, bon, bah, il va vers le stand, il va vers le livre, il vient vers Étrange Enfant, je lui pitch le livre. Et je dis, t'aimes bien ce qui est fantastique et horrifique? Elle me dit, j'adore ça. J'adore Halloween, j'adore Michael Myers. 9 ans, hein. 9 ans. C'est compliqué quand même, hein. 9 ans. Alors, bah, je me dis, ouais, ça se trouve, il me raconte, allez, il raconte des bêtises. Hein. Et voilà, il grossit le trait, je sais pas quoi. Je dis, ah, mais tu sais, mais Michael Myers, il fait un peu peur quand même. Il me dit, ah non, bah, je sais, j'ai le masque. J'ai dit, t'as le masque, comment ça, Michael Myers? Oui, j'ai le masque, l'original de 78. Il me donne les dates en plus, hein, il me donne les dates. Si c'est pas possible, il a 9 ans, il a 9 ans. Et, et je me suis revu, si tu veux, ça m'a ému quelque part, ça m'a ému. Et le gamin, il savait que c'était un masque Trick or Treat Studio.
Et il l'a vu, et il m'a dit je dois aller à Halloween, j'adore les Halloween. J'ai regardé la nouvelle trilogie Halloween 2018, Halloween Kills, Halloween Ends. On en a parlé. Alors, tu parles de ça avec un enfant, quoi, s'il te plaît. C'est un truc de fou, Moi, je trouve quoi. ça un peu glauque perso, mais bon, ça c'est moi. Ouais, mais après, voilà. Encore une fois, tu vois, c'est les goûts, les couleurs. Il y avait ses grands-parents qui étaient derrière. Et c'est sûr, tu pourrais flipper, tu pourrais dire, mais attends, est-ce que c'est mon petit-fils ou est-ce que c'est un sociopathe, un futur tueur en série, je sais pas. Non, pas du tout. C'est une passion, vraiment, c'est un amour. Le macabre, c'est un amour particulier qui s'explique pas, tu vois. Ça s'explique pas. C'est un truc de. Et le gamin, il est reparti avec un masque de Dead Silence parce qu'il voulait s'acheter un masque. Et il écrit des livres d'horreur. Avec sa classe, hein, visiblement, il fait des petits courts-métrages et tout. Et non, faut encourager ça. Faut absolument encourager. Bien sûr qu'il y a des limites, hein. Quand tu me dis oui, oui, oh mon Dieu, je tolérerai pas, oui, je le reçois. Je le reçois, Mais c'est ça mais où je sais que moi je me suis déjà fait engueuler parce que je critiquais le manque d'encadrement dans Club Dorothée. Hein. Je sais que je me fais pas des amis quand je dis ça, mais ça c'est moi. Hein, alors, attention, tu parles à un fan de Ken le Survivant, hein. Fais gaffe à ce que tu vas dire, Ah, mais hein. je critique pas Hokuto no Ken, seulement Club Ken le Dorothée. Survivant. Ken Non, le Survivant, c'est ce qui m'a fait. Je faisais du basket, j'ai arrêté le basket à cause de Ken le Survivant, s'il te plaît, hein. Je préfère regarder Ken le Survivant qu'aller au basket. Donc, du coup. alors mais, juste, je relève ce que mais non, mais voilà, c'est. juste, excuse-moi, je relève juste un commentaire Pardon. de Sayou. D'ailleurs, au niveau horreur enfant, même si c'était pas ouvertement de l'horreur, les films de Dumbledore font un sacré niveau. J'avoue, quand tu sais que c'est le secret de Nîmes le plus léger de tous, t'es là, d'accord, c'est quoi les autres? Exactement, tu sais, c'est. On peut-être un peu moins les nouvelles générations. Je sais pas comment ça se passe chez les plus jeunes, les tout petits aujourd'hui. Et bien sûr qu'il faut les protéger, il faut accompagner. Il faut accompagner cet amour du macabre, et du fantastique et de l'horreur. Il faut l'accompagner. Tu peux pas abandonner quelqu'un, tu peux pas abandonner un gamin face à des œuvres Tu vas pas qui sont mettre un terrifiantes. cannibale Tu peux pas holocauste à un abandonner. gamin de 7 ans, quoi. T'as compris l'idée, tu vois. Non. Ouais. Mais moi, à mon âge, tu vois, je déteste Cannibal. Je déteste Cannibal Holocaust. Je trouve que c'est une merde en barre ce film. C'est insupportable. Je vais me faire des ennemis. C'est pas moi qui Désolé. l'ai dit, c'est pas Quand moi qui l'ai dit. j'ai rencontré Ruggero Deodato, hein, le réalisateur, hein, je l'ai quand même rencontré. Et dans la file d'attente pour aller faire des dédicaces, il y avait que du Cannibal Holocaust. Je crois que je suis le seul con à lui avoir ramené son slasher Body Count qui a chier, hein. Et je lui ai amené et il m'a regardé et il comprenait pas. Il dit oui, oui, c'est ça, que je veux ça, je veux la dédicace sur ça. Non, Cannibal Holocaust, si tu veux, voilà, là, on va pas faire de hors-sujet, mais on est vraiment sur du. Voilà, le fait de faire du mal à des animaux dans un film et que ce soit vrai, ça me dérange Ouais, terriblement. je comprends. Terriblement, terriblement. Là-dessus, c'est un nom catégorique. Ouais. Même si c'est pas le premier fan footage, mais c'est un des premiers à avoir créé une polémique. Et voilà, Cannibal Holocaust, c'est particulier. C'est un genre à part, le film de Cannibal. Euh, Il y a ses fans, Oui. mais bon, il y a des gens qui aiment moins. Non, mais j'avais donné ça comme exemple pour dire, oui, il faut quand même encadrer, quoi. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Ranma 1,5, mais par contre, je sais que ça, c'est plus pour ados, pas enfants, tu vois. Mais ça, c'est Bah personnel. voilà, Ranma 1,5 qui soulève des thématiques aujourd'hui qui nous percutent plus, hein, avec l'évolution de la société et de ses mœurs. Mm. C'est vrai qu'à l'époque, tu t'as pas les outils pour le décrypter. Ranma 1,5, moi j'aimais beaucoup. Mm. C'était sûr qu'il y avait allez, voilà, finesse absolue, la beaufrie. Il y avait un peu voilà, il y avait des scènes de nudité, tu vois, il y a C'est un peu de ça. nudité, des trucs, et tu disais, ouais, cool, allez, t'as 10, 11 ans, tu regardes ça, tu fais, ah. Et puis t'as les potes qui les dessinent, qui fait les premiers dessinateurs de manga dans ton école, qui la font à poil, tu vois, enfin bref, Ouais. la classe et l'élégance. Mais du coup, Mais on a tous été gamins et on a tripé sur des dessins animés qui étaient cool, malheureusement, on nous balançait ça à l'écran et il n'y avait pas l'analyse derrière. Je pense que c'est peut-être l'encadrement. l'erreur du Club Dorothée. L'erreur du Club Dorothée, c'est de ne pas Les avoir dessins animés étaient très expliqué. bons. Ségolène Royal n'aurait pas dû attaquer les dessins animés. Les dessins animés étaient très bons, c'était public cible le problème. C'est ce que je dis toujours à ceux qui me disent, c'était un Prosego. Non, non. L'encadrement. Non, non, je te rejoins, c'était de l'explication. Tu peux balancer un canet survivant, mais expliquer, et puis nous, c'est notre démarche, hein, c'est notre démarche avec nos textes, que ce soit chez Luciferine ou chez d'autres éditeurs, c'est d'expliquer. Moi, je suis en salon, j'ai toujours une bonne discussion. Enfin, j'essaie d'avoir une grande, voilà, Mm. et puis pour chaque nouvelle dans nos anthologies, on met un petit article qui revient sur la thématique ou le jouet ou la créature abordée dans la nouvelle pour la remettre dans son contexte. Et ça permet aux personnes qui s'intéressent vraiment d'aller plus loin ou d'arrêter là s'ils n'aiment pas du tout, tu vois. Mais, Ouais. euh, mais sur l'horreur, oui, pour en revenir à l'horreur fantastique, oui, il faut protéger la jeunesse. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vas pas refuser à quelqu'un qui est passionné
Bien qui sûr. est tellement fan de fantastique et de macabre, de venir vers un texte et de continuer son voyage, Bah, de poursuivre son voyage. Sayuri, c'est une amie de lycée. Elle le dit d'ailleurs dans le chat, elle a vu Metal Hurlant à l'âge de 8 ans. Elle m'a dit très clairement, je savais que c'était pas mon âge. Donc autant qu'il y a ce recul, moi ça me va. Mais pour recentrer un peu, tu parles souvent d'une vraie définition du macabre. Pour toi, c'est quoi la vraie définition du macabre? Alors la vraie définition du macabre, après, c'est que le mot macabre, si on le prend, nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, c'est un dérivé du mot macabée. Voilà, macabre, macabée. Oui. Voilà, c'est un lien avec la mort. C'est un Hmm. lien avec la mort, si tu veux, le macabre. Le terme n'est pas apparu comme ça, hein. C'est pas, il est apparu en 1400 et quelques, hein, avec les danses macabres. Je sais pas si tu sais c'est quoi une danse macabre? Ça me dit un truc. La danse macabre, c'est des peintures où on voyait t'avais des nobles, alors c'était l'échelle sociale si tu veux, hein. T'avais les nobles, les plus pauvres, et qui dansaient avec des squelettes ou avec des Ah personnes oui. vraiment maigres, en décomposition. Et c'était les morts qui les drainaient vers la mort, voilà, qui les apportaient vers la mort, qui apportaient toute la population. C'était l'égalité sociale absolue. Hein, c'est l'Église qui commandait ces peintures, quand ils les ont mis sur les murs des églises, dans les ossuaires, au-dessus des ossuaires, dans les cimetières. Hein, attends, j'ai mes petites notes, hein, pour avoir les dates exactes. Hein. La première danse macabre, c'est 1424 à Paris, au Charnier des Saints Innocents. Et donc, du coup, 1424. Donc, tu vois, donc on a fait danse macabre. Le terme de macabre est arrivé. Hein. Oui, bien sûr, avant, il y a eu des histoires. La mort a toujours été présente dans notre société. Hein. Attention, hein, c'est très très vieux. La mort, hein, c'est un sujet. Les memento mori, tu sais ce que ça Rappelle-toi veut que dire, tu vas memento mourir. mori. Oui, ça veut dire en gros, tu t'éclates avec tes bijoux, c'est Exactement. très bien, mais n'oublie pas que tu finiras poussière un de ces quatre. Donc calme-toi. Voilà, le memento mori, tu le rencontres depuis des lustres et des lustres, des millénaires quelque part. Hein. Bah, des peintures où Il y tu a voyais un il y a un truc lien de avec la squelette, mort. tu voyais un truc de squelette sur une peinture, et quand tu voyais un truc, et quand tu le positionnais, ça donnait un crâne pour rappeler la mort. Voilà, bah, ça, il y a trois sens de lecture de la mort, si tu veux, comme on la voyait à l'époque, hein, avant le Moyen Âge et jusqu'au Moyen Âge. Hein, il y avait alors, j'ai mes petites notes, hein, je suis désolé, c'est pas très pro, mais Non, mais il pas y de avait soucis. la camarde qui représentait un squelette. Alors, la camarde, c'est un squelette qui dansait. D'où l'expression Voilà. payer Mais, son tribut à la Camarde. Payer son tribut à la Camarde. exact, exactement, voilà. Tu vois, hein, finalement, hein, on s'y retrouve. T'avais la faucheuse. Alors, la faucheuse, c'était l'entité vivante qui représentait la mort. Hein. Bah, c'est évident, quand on dit la faucheuse, aujourd'hui, on sait que c'est la mort, mais c'était encore une entité à part. Tu avais la camarde, la faucheuse, et tu avais le côté religieux avec la mort. La mort absolue, c'était l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc la mort, qui était la figure chrétienne de la mort. Donc du coup, si tu veux, tu avais ces trois façons de voir les choses jusqu'au Moyen Âge. Le Moyen Âge amplifiait la donne. Hein. Pour moi, je pense, si dans mon analyse historique du macabre, je pense que l'événement marquant, c'est la peste noire. La grande peste Mhm. noire. La grande peste noire, ça a été l'accélérateur absolu sur le macabre. Derrière la grande peste noire, ça a été l'explosion, vraiment l'explosion, bah, les charniers de partout, et un lien avec la mort qui s'accélère. La mort, elle est partout, elle est vraiment partout, donc il y a besoin d'en rire, de la tourner en dérision, de la représenter dans des œuvres, dans des pièces de théâtre de rue, hein, parce que l'art macabre, il s'est représenté pas que dans les danses macabres, sur les murs. Là, il y avait des pièces de théâtre, puisque voilà, je fais un petit insert. Dans les danses macabres, tu avais des petits textes, des vers, des poèmes, pour faire un peu d'ironie et de satire autour de la mort. Et je pense que ça permettait de relativiser aussi. De relativiser, Oui. se dire, bon, bah, écoute, t'es croyant, c'est bon, tire au paradis, je sais pas quoi. Enfin voilà, on avait un lien qui était différent avant avec tout ça. Hein. Et donc, à cette période, en 1400, c'est compliqué. Et donc sur le macabre dans la version picturale, dans l'art, c'est jusqu'à 1400, et puis aujourd'hui encore, tu as du macabre dans les œuvres d'art, évidemment. Hein. Et le premier livre, c'est 1415. Le premier livre macabre, c'est 1415, hein, qu'on peut qualifier de macabre, puisqu'il parle de la mort en Europe, en 1415. Et donc le premier texte s'appelle L'art du décès. Hein. Joie de vivre, hein, ce soir, désolé. Donc le premier livre, c'est L'art du décès ou l'art de bien mourir. Mhm. Donc du coup, et c'est un texte latin d'un moine dominicain qui est resté anonyme. Donc là, tu vois, c'est les dates, voilà, vraiment on peut acter le début du macabre sur 1415.
et avec toujours avec cette peur de la peste, là, cette peur de la peste noire. C'est surtout, mais surtout quand tu dis la mort est partout, bah il suffit que par exemple quelqu'un sorte, il se pète la gueule dans les escaliers, il se pète les cervicales au passage, terminé. Donc Hum. la vie humaine, cette petite chose fragile, comme on disait à l'époque. Ouais, il avait une espérance de vie aussi qui était très très courte au Moyen Âge, Oui. hein, je pense que tu le sais très bien. Tu vivais pas très longtemps, et donc il fallait que tu aies un rapport à la mort qui soit quand même, que tu puisses relativiser assez rapidement pour te remettre et retourner à la labeur, quoi, hein. Donc du coup, voilà, à l'époque c'était ça, et donc ils faisaient des danses macabres, ils peignaient les danses macabres, et donc on avait des œuvres religieuses, hein, dans les textes. Et avant de trouver de la littérature macabre, des auteurs qui écrivent du macabre, il a fallu une grande période, hein. Vraiment, il y a eu 200-300 ans avant d'avoir des artistes, des grands auteurs qui fassent du macabre. Si tu veux, je peux en parler maintenant, si tu veux, hein, qu'on mette vraiment les premiers auteurs de macabre littéraires. Bah vas-y. Ça va parler à tout le monde, hein, ça va parler forcément à tout le monde, hein. Si tu parles de Baudelaire et des Fleurs du Mal, Edgar Allan Poe on aussi, est non? vraiment. Edgar Allan Poe Edgar aussi. Allan Poe, Edgar Allan Poe, bah voilà, du coup c'est hyper intéressant parce que Edgar Allan Poe et Baudelaire, tu as vraiment les deux figures. Pour moi, c'est les deux mêmes, c'est une pièce, t'as deux côtés, t'as Edgar Allan Poe et Baudelaire. Baudelaire qui représente le macabre finalement, sa vision française et européenne, quelque chose d'assez décadent, Mhm. d'assez trash, un rapport à la mort qui est assez viscéral. Mhm. Euh, Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui on va dire que c'est romantique quelque part. Il y a un côté très romantique dans les Fleurs du Mal. Oui, oui, mais c'est très sombre quand même, hein, Mhm. là-dessus. Et Baudelaire traduisait les textes d'Edgar Allan Poe, si je ne me trompe, hein. Donc du coup, il y a quand même un lien entre les deux. Edgar Allan Poe, il représente le macabre américain, anglo-saxon, avec cette vision un peu plus romantique, hein. Quand tu lis Le Corbeau d'Edgar Allan Poe, je ne sais pas, tu l'as lu, Oui, jamais plus. mais c'est très très romantique. Voilà. Jamais plus Nevermore, avec la Lénore perdue. La Lénore perdue. Et d'ailleurs, bon, pour les gens qui sont pas forcément fans de littérature ou de livres, il y a un épisode des Simpsons, Oui, où c'est d'Halloween. Bart qui fait le corbeau. Ouais, c'est Bart qui fait le corbeau et Homer Simpson, et voilà. Mais il est vraiment incroyable cet épisode. C'est comme ça que je l'avais Et donc, découvert. du coup, voilà. Mais Edgar Allan Poe, c'est pour moi, oui. Là, en littérature, c'est la figure numéro une du macabre. Edgar Allan Poe, c'est celui qui incarne le mieux le macabre. Il l'incarnait par l'écrit, puis par sa vie aussi, quelque part, le pauvre. Il n'y avait Et, pas un truc avec sa cousine ou je sais pas quoi ou... c'est un peu creepy, ça, c'est un peu plus chelou, On va ça. éviter d'en parler, je veux pas perdre mon Twitch. Ouais, hein. Déjà qu'on a parlé de films d'horreur et d'enfants tout à l'heure, c'est un peu, tu vois. Ça encore ça va, mais on commence à parler de Ouais. trucs P, on va éviter. Voilà, non, mais avec sa cousine, je crois qu'il y a une histoire d'amour. Enfin voilà, c'est un peu étrange. Voilà, c'est très très étrange, Edgar Allan Poe, Ça a mais été son évoqué œuvre dans est. l'Epic Rap Battle entre Edgar Allan Poe et Stephen King. Où il dit... Exactement, et c'est. Ouais, je me rappelle très très bien. Et oui, bravo. D'ailleurs, si vous connaissez pas les Epic Rap Battles, c'est incroyable. Allez C'était ma sur chaîne YouTube préférée et à l'époque, regardez. j'arrêtais pas de les regarder. Ah ben, fantastique, fantastique. Après, il y a des épisodes, je vais pas les citer, hein. Tu vois Dark Vador contre Ham. Ouais, ouais. Voilà, il y a eu des choses, voilà. Mais Stephen King contre Edgar Allan Poe, c'est cet épisode Epic Rap Battles est fantastique, mais il est important parce que pour moi, si tu prends l'héritage de tout ça, tu arrives à des Stephen King, des Clive Barker, tous les auteurs modernes qu'on a eu, allez, dans les années 70, 80, 90, bon, qui sont aujourd'hui un peu moins présents. Je pense à Clive Barker qui écrit plus de trop. Mais Stephen King est encore présent, mais ces personnes-là ont hérité de la plume d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est vraiment le premier à écrire du macabre sous une forme poétique, sombre, où la mort n'est pas célébrée, on la célèbre pas la mort, Mm, hein. Elle est présente, elle vient nous hanter. Et il y a une espèce de côté, ben, il y a un côté complètement fantastique même, hein, bien dans sûr. la figure de la mort chez Edgar Allan Poe. Mais même, tu vois, Stephen King, même dans ses registres, moi par exemple, j'adore La Ligne Verte, c'est un de mes films préférés. La Ligne Verte, ça parle quasiment que de ça. La Ligne Verte, c'est le couloir vers la chaise électrique. Et pourtant, ça en parle pas de façon si sombre. C'est tragique, c'est émouvant, mais c'est pas sombre. Alors, Stephen King, je suis très très fan, hein, de Stephen King. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais écrit des nouvelles, enfin, voilà, sans Stephen King, hein. J'ai commencé un peu grâce à lui, en lisant ses textes, en me disant putain, c'est possible d'écrire des petites histoires qui font peur. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il a écrit un livre qui s'appelle Danse macabre.
Ah bah voilà. Danse Macabre, c'est un recueil de nouvelles de Stephen King. Alors, c'est le nom français qu'ils ont donné au livre, hein. C'est le nom anglo-saxon, je crois que c'est Night Shift. Ouais, c'est ça, ça doit être Night Shift aux États-Unis. Et en France, ils l'ont traduit par Danse Macabre. Donc non, Stephen King, c'est l'héritier. C'est l'héritier des Lovecraft, des Edgar Allan Poe, mais son cinéma à lui, enfin son cinéma, pardon, son univers à lui, il a réalisé aussi, hein. Il a fait un film qui s'appelle Maximum Overdrive. Si vous aimez les nanars, Voilà. foncez. Mais son univers, écoute, il touche à l'enfance, à la famille, à des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut le trouver un peu suranné, peut-être un petit peu. J'adore, attention, hein, je suis un grand Ouais. fan, hein, mais on peut le trouver un peu niais parfois, un Oui. peu gentil. Et en dehors de Cimetière, qui est incroyable, qui est terrifiant, Cimetière. Et c'est peut-être le livre et le film le plus macabre de Stephen King, Cimetière. Je sais pas si tu as vu le film signé Marie Lambert. Il est terrifiant, hein, un cimetière l'adaptation du roman, mais elle est méga flippante. Et là, tu es vraiment dans le deuil et dans la mort, hein. Un cimetière, le pitch de cimetière, c'est un cimetière qui a été un cimetière indien qui est caché par-delà un cimetière d'animaux. Et si tu ramènes tes animaux dans le cimetière indien, ils reviennent à la vie, mais pas comme on aimerait. Parce que une autre forme. Mm. Et là, on est dans le macabre total. Mais ça, là, si tu veux, on a retiré le frein à main, hein, dans les années 70-80 sur le fantastique et l'horreur. Où avant, on était plus dans la suggestion, plus dans la poésie. Sur les années 70-80, ça s'accélère fortement. Est-ce que c'est un lien avec l'arrivée du cinéma d'exploitation? Je pense, oui, hein. Je pense que On doit les deux décider sont de fluides. lâcher les vannes après la fin du code Ace. Et plus c'est trash, mieux c'est. Il y a peut-être aussi ça, non? Ouais, je sais pas si plus c'est trash, mieux c'est, soit totalement vrai. Je pense que les réalisateurs, ils se disaient, alors, c'est plutôt les producteurs qui vont te dire, alors rajoute des scènes, Ouais. rajoute du sang, rajoute des nichons, rajoute des trucs, tu vois, qui vont faire venir le spectateur en salle. Mais les réalisateurs en eux-mêmes, non, je pense qu'ils avaient leur vision. Tu prends Toby Hooper avec Massacre à la tronçonneuse. Euh, voilà, si tu veux, bien sûr qu'il y a le Code Ace qui est plus là. Il y a des peurs. Chaque décennie a sa peur, hein, là où au Moyen Âge, il y avait la peur de la mort. Et on essaie d'exorciser ça avec les pièces de théâtre, avec les représentations picturales. Euh, et ben nous depuis l'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, on a d'autres peurs. On a d'autres peurs. Dans le cinéma des années 50, 60, c'était les créatures géantes qui étaient issues du nucléaire. Hein, parce après Hiroshima, l'horreur que ça a été, ben, il y a eu Godzilla forcément au Japon, mais il y a eu des monstres géants aussi aux États-Unis. Mm. Et puis après, il y a eu la peur de l'espace, la peur de ce qu'il y avait par-delà l'univers, et donc les extraterrestres, ce genre de choses. Il y a eu le Vietnam derrière, et le Vietnam a amené d'autres peurs. La nuit des morts vivants, un massacre à la tronçonneuse, enfin la liste est longue, hein, Massacre à la tronçonneuse, l'un des plus gros putaclics de l'histoire du cinéma, pour reprendre un post Facebook que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est vrai que c'est un film qui a été clairement survendu dans son aspect horrifique, alors qu'il est poisseux. C'est un Oui. film qui est poisseux, si tu veux, la tronçonneuse. Mais il n'y a pas vraiment de gore ni de trash dedans, tu vois. Là où Ouais. Terrifier aujourd'hui, il y a Damien Léon, hein, le réalisateur des Terrifier, il vient des SFX, tu me l'as dit, hein, en préambule de l'émission, Make-up on en artiste, ouais. parlait. Mais Non, pas voilà, et donc make-up du coup, artiste c'est ou. clair qu'il Ouais. se fait plaisir. Il se fait vraiment plaisir sur les Terrifier, où il se lâche à fond. Moi, ça me dérange pas, je trouve que c'est du grand guignol. Là, on est dans le grand guignol, tu vois. Mm. Puis le grand guignol qui est aussi une forme du macabre, hein, le grand guignol. Ouais. Pour la faire courte, hein, le grand guignol, c'était du théâtre voilà, populaire français. Hein, ça vient de France, le grand guignol. Et tu avais des pièces à Paris où les gens se faisaient éviscérer, énucléer, ils disaient, tiens, un œil, enfin voilà, couper un membre, et devant l'audience qui était horrifiée. Et, ça a donné naissance à un cinéma derrière, à l'un des premiers films de Grand Guignol, qui est très très classe, hein, qui est un film magnifique, très poétique, qui s'appelle Les yeux sans visage de Franju. Moi je pense que c'est le meilleur film français de tous les temps, Les yeux sans visage. Mais on est dans le Grand Guignol, hein. Grand Guignol, macabre, il coche toutes les cases ce film, hein. Mm. Mais tu parlais de la vision tu as fait cette distinction entre la vision française, beaucoup plus pessimiste et sombre, et la vision anglo-saxonne qui est plus romancée. Toi, tu es plus proche de quelle vision? Bah, comme je te disais tout à l'heure, ayant grandi en lisant les livres de Stephen King, de Lovecraft, de Clive Barker, j'ai aussi lu beaucoup de Anne Rice. Après, voilà, Anne Rice, on est dans l'univers des vampires, mais il y a le macabre est là aussi. J'ai envie de te dire,
macabre, c'est tellement général Ouais. que tu le retrouves partout. Mais moi, je me considère plus proche du courant anglo-saxon. Hmm. Anglo-saxon, si tu veux, dans mes histoires, ou le macabre. J'aime bien avoir cet aspect romantique. Je suis moins cru peut-être que certains auteurs français actuels, et du passé aussi, hein. Mais je peux écrire des textes horrifiques, mais je veux pas qu'il y ait de l'horreur pour l'horreur, en fait. Je refuse vraiment, c'est quelque chose que je refuse catégoriquement. Je veux pas écrire de l'horreur gratuitement. Je veux pas que ce soit quelque chose qui pop dans le texte comme ça en disant ouais, ça vient nulle part, boum, une tête Ouais. arrachée, un membre arraché. Non, non, faut vraiment qu'il y ait une raison, que ça nourrisse le récit et pas que voilà, que ça soit gratuit. Il faut jouer D'accord. avec le rythme. Jouer avec le rythme, il faut pas être dans la surenchère. Enfin, c'est ma vision des choses. Mais donc, du coup, je suis plutôt issu de ce côté romantique ou de l'amour maudit, tu vois, parce que le macabre, dans le macabre, on peut parler d'amour maudit aussi, parce que finalement, on grandit avec ces deux axes dans la vie, Eros et Thanatos. Thanatos, la Bien mort, sûr. Eros, l'amour. Euh, Thanatos, enfin, on va dire, c'est le côté de la danse macabre, hein. Et Eros, l'amour, l'amour qui survit, qui triomphe ou qui meurt aussi, quelque part, qui est emporté par Thanatos. Bah, je t'ai C'est résumé mon livre, passionnant. c'est un peu ça, hein. Mon livre, c'est un peu ça, le livre dont je t'ai parlé, là. Bah, le mien aussi, si tu veux, le labyrinthe de Satan, Oui. c'était un livre de commande, hein. Voilà, il y a un scandaleux dans ce que je dis, hein. Je balance pas de scoop ni quoi que ce soit. On m'a commandé un livre qui parle d'une adolescente, sorcière, avec des corbeaux, qui soit plongée dans l'enfer de Dante. Quand tu as lu l'enfer de Dante, tu comprends que c'est pas quelque chose qui est adapté aux ados Oui, oui. ni aux jeunes. Et voilà, pas malheureusement, parce que je suis content, je suis très fier qu'on m'ait commandé ce roman. Mais il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin, quoi, parce que voilà. Et donc l'héroïne va partir en enfer et vivre voilà des aventures en enfer pour retrouver l'amour qu'elle a perdu. On rejoint l'enfer de Dante, hein, l'histoire de base. Mais voilà, le livre est plein de surprises. Malheureusement, il est encore disponible, hein. Je crois qu'il y a deux trois exemplaires qui doivent traîner à la revente. Mais voilà, il est en rupture de stock. Il sortira peut-être un jour chez un autre éditeur. Peut-être, on verra. Mais à la base, oui, je l'avais écrit pour ados adultes. Et il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui l'ont pris. Alors, ils étaient un peu déçus sur le côté où ça manquait d'horreur, voilà, de trash. Et parce qu'ils ont l'habitude de me lire, je suis un peu rentre dedans, un peu rock'n'roll dans mes écrits. Ils se sont dit, putain, t'es sage, quoi, t'es sage. Pas tant que ça, mais voilà, au début, je voulais vraiment parler un peu plus jeune, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais attends, j'avais une question en tête, elle vient de passer derrière, mais ça m'arrive de temps en temps. Mais Je suis trop bavard. non, 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 y a pas de souci, y a pas, non, 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 c'est pas du tout ça, c'est. Mais ouais, justement, le labyrinthe le labyrinthe de Satan, c'était, Lucas m'avait fait un résumé qui était rigolo. Il avait dit, c'est une jeune fille gothique qui va en enfer et qui speedrun l'enfer de Dante et qui fait un 1v1 contre le grand malin en personne. Exactement, si tu veux, quand on me l'a commandé et tout, je me suis retrouvé paumé parce que je me suis dit, je me retrouve dans une maison d'édition qui s'appelle Le Héron d'Argent. Peut-être il y a pas mal, enfin il y a pas mal de personnes qui connaissent Le Héron d'Argent, hein. C'est une grosse maison d'édition. Mm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans cette maison d'édition, hein, qui est géniale, attention, hein, mais, Ouais, mais qui écrivait à l'époque beaucoup de trucs pour ados. Et je dis, waouh, mais ce que j'écris, c'est assez trash, quoi, hein. Donc ça a beau être romantique ou ce que tu veux, mais c'est quand même très cru ce que j'écris, parfois. Et donc, je dis là, ça va être. Voilà, c'est une expérience, c'est un exercice et je l'ai aimé et je me suis inspiré du jeu vidéo, hein, totalement, hein, pour faire les cercles de l'enfer, dire à la fin d'un cercle, à la fin d'un niveau, je mets un boss, je mets quelque chose et puis je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aimerais lire, quoi. J'aurais 15 ans, qu'est-ce que j'aimerais lire? Qu'est-ce que j'aimerais lire? Je dis, bah voilà, je vais essayer de me mettre à la place du lectrice ou du lecteur, pardon, et voir ce qu'il pourrait kiffer, quoi. Et donc j'ai balancé ça en mode rock'n'roll, let's go. Et après, il y a eu pas mal de corrections, de relectures, de réécritures, de coupes dans le texte. Parce que, voilà, après, tu sais ce que c'est, hein, tu as écrit un roman, donc du coup, il y a pas mal de retouches entre le moment où tu l'écris et le moment où il sort, hein. Et là, bien sûr. on va faire tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties pour accélérer le rythme. Et donc, à l'arrivée, c'est si j'ai un reproche à faire j'en ai pas mal des reproches à faire à mon roman, mais le reproche numéro un, ce serait peut-être qu'il est un peu trop speed, quoi. Voilà. Et donc, Lucas a bien analysé la chose. On est vraiment dans un truc très speed. Mais d'ailleurs, que tu parles dans le macabre anglo-saxon, est-ce que on peut dire qu'il a une mutation assez mainstream dans les années 90 dans les années 90-2000 parce que moi j'ai souvenir du coup de certains groupes de métal
qui atteignait sans sourciller les premières places au Billboard avec un background avec un background particulièrement... Alors pas forcément le background, mais souvent les thématiques de leurs morceaux. Je pense à Korn, mon groupe préféré, mais il y a aussi Typo Negative qui s'en cachait pas dans l'esthétique, même si eux venaient du punk hardcore à la base. Même, est-ce qu'on peut dire qu'une série comme Buffy, c'est une série macabre? Alors voilà, là, on arrive, c'est ce que je te disais au tout début de l'émission. C'est que en fait, le macabre est devenu quelque chose de très générique aujourd'hui. Mm. Macabre, on l'utilise à toutes les sauces. Tout est macabre. À partir du moment où tu es dans le fantastique, dans quelque chose d'un peu sombre, tu es dans le macabre. Ouais. Voilà. Et qu'il y a une affection, et pas une infection, une affection par rapport à cet univers-là, tu es dans le macabre. Buffy contre les vampires, elle tombe amoureuse de Spike à un moment, si je ne me trompe. Il y a l'histoire d'amour entre vampires, humains. Voilà, on est dans le macabre, totalement dans le macabre. Mais je préfère rebondir sur ce que tu as dit avant. On parlait de Korn et de Typo Negative. Typo Negative, je pense qu'il y a 2-3 albums qu'on pourrait qualifier de macabre absolu. Et Ceux qu'il a fait durant sa dépression, j'ai l'impression. Ceux qu'il a fait durant sa dépression, juste après October Rust, un petit peu. Oui. October Rust, bon, après moi je m'en cache pas, hein, je sais pas si c'est écrit dans ma bio, mais October Rust qui est mon album préféré, hein. October Rust, c'était une révélation dans ma vie. Je préfère October Rust à Bloody Kisses, hein, mais October Rust, il a une beauté incroyable, on peut l'écouter, le réécouter, Il est moins pour moi c'est un troll. peu un test quand je rencontre quelqu'un. Il est moins troll Bloody Kisses, il y a plein de morceaux troll et t'es là. Ouais, ok, mais un relou là. Tu vois, alors que October Rust, c'est juste au début à la fin. D'ailleurs, je sais pas si tu connais l'histoire autour de Bloody Kisses, ce morceau, cette chanson. Parce que tout le monde a cru que c'était un amour déçu de Peter Steele, le chanteur et leader de Typo Negative, Mhm. pour une femme. C'était pas ça. En fait, il a eu un chat pendant 17 ans qui est mort, et il lui rendait hommage dans la chanson. Parce que Peter Steele adorait les chats, c'était un amoureux des chats. Vraiment, c'était un grand timide, finalement, Peter Steele. Et il aimait être dans le sous-sol de chez ses parents, avec ses chats. Et voilà, voilà, c'est marrant de raconter ça, hein, mais Peter Steele était, donc il y a beaucoup de sens caché dans les paroles de Peter Steele. Il a été accusé à tort vers la fin de sa carrière et de sa vie, du coup, de faire des conneries, d'écrire des saloperies. C'était pas vrai. Donc du coup, il était fascinant. Et c'est quelqu'un de simple, quelqu'un de très simple, qui est amoureux de ses chats. Et voilà, il a voulu écrire une chanson d'hommage à un chat qu'il avait perdu. Voilà. Genre, je vais le réécouter différemment ce morceau maintenant. Ouais, mais la mort, c'est vraiment ce qui a nourri l'écriture des morceaux de Typo Negative et de Peter Steele. Parce qu'il y a pas que Typo Negative. Attention, la mort et le macabre entourent tellement de goût. Je pense à Anathema qui est un groupe exceptionnel. Paradise Lost, tout est dans le titre. Hein. Paradise Le Lost. chanteur de Mayhem, Dead, qui avait une telle fascination pour la mort qu'il a décidé de mettre lui-même fin à ses jours. Et donc là, si tu veux, Paradise Lost avec Draconian Times, qui est un album incroyable aussi. Tous ces groupes, voilà, c'est là que tu vois aussi l'évolution du macabre. C'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant de voir cette évolution du macabre, où le romantisme revient de temps en temps avec des Typo Negative, Paradise Lost, Hymn, Sentence, toute la vague de métal gothique finlandais du début des années 2000, qui était très bonne, hein, qui était incroyable. Et le néo-metal plus funky. Alors le macabre dans le néo-metal, c'est plus compliqué à trouver, mais tout à l'heure tu me parlais de Jonathan Davis, et qui avait finalement une passion pour le macabre aussi. Quand tu écoutes My Gift to Ça, You c'est sur le moins troisième connu, album, quand tu écoutes My Gift to You sur le troisième album où il dit qu'il fantasme l'idée d'étrangler sa meuf, quoi? Oui, ça c'est une. Autant chez Manson, le Golden Age of Grotesque, il le met carrément en avant dans ses paroles, dans ses shows, là, on est encore chic. C'est tout ça, Rob Zombie, Marilyn Manson, Alice Cooper. Tous ces gens, tu vois, c'est des descendants de Edgar Allan Poe. Hein, vraiment, on est sur cette première pierre posée sur l'édifice du macabre moderne, c'est Edgar Allan Poe. Voilà. Après On a Rob le, Zombie, on a le macabre d'Ave. Pardon, non, excuse-moi. après, Donc, non, Rob non, non, Zombie, non, mais c'est moi. Mais parce que Rob Zombie, moi, j'ai plus eu l'impression, parce que j'ai un des albums de White Zombie dans ma CD Tech, donc la Sexorcisto. Quand tu écoutes le sampling qu'il fait à balle, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus influencé par le cinéma bis que Edgar Allan Poe. Moi, c'est l'impression que j'en avais, parce qu'il met du sample à balle dans ses musiques sur White Zombie. Oui,
Tout à fait. Alors, du coup, il y a des samples. Lui, c'est le cinéma d'exploitation. Vraiment, on est sur le Grindhouse movies, tu vois. Tout le cinéma Grindhouse. Il a participé au Aujourd'hui, c'est le cinéma Grindhouse qui la de nourrit. Tarantino aussi, de Tarantino et Rodriguez, il a fait un faux trailer. Ouais, Werewolf, je dirais pas le titre au complet pour pas que tu sois censuré pour son trailer, mais c'est Werewolf Woman of the Hand. Voilà, que les gens aillent voir sur YouTube pour voir son faux trailer pour le Grindhouse. Il Avec est très très fin, très Nicolas très très Cage en cool. Fu Manchu. Avec exactement, exceptionnel. Mais si tu veux, si, il y a un côté poétique. Je sais pas si tu as vu Halloween 2, Drop Zombie, mais dans Non. Halloween 2, le personnage de Sherry Moon, qui est la mère de Michael Myers, et qui déambule, qui est morte, elle est morte, mais elle déambule tel un fantôme dans le Halloween 2. On est vraiment dans le macabre, dans le gothique. Parce que finalement, le macabre et le gothique, est-ce qu'ils se rejoignent pas quelque part pour fusionner, hein? J'ai l'impression que si, tu vois. J'ai l'impression que ça fusionne totalement, tu vois. Que 1700, 1800, le macabre devient macabre et gothique. Que Hmm. ce sont vraiment, voilà, c'est fusionnel, quoi. Et que la littérature gothique se nourrit du macabre, totalement. Donc, Effectivement. si tu prends le cinéma de la Hammer, on est dans un cinéma macabre et gothique. Aujourd'hui, voilà, tu vois, j'ouvre une porte, j'ouvre un débat là, mais c'est des termes, tu vois, quand je te dis que c'est devenu un peu plus générique le macabre à partir des textes de Edgar Allan Poe. euh, Ça en fait, c'est que si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui une définition du macabre, c'est très compliqué à dire. Alors qu'au Moyen Âge, tu peux dire, bah voilà, danse macabre, macabre. Et les auteurs qui sont arrivés avec Edgar Allan Poe, Baudelaire, même Maupassant, Lovecraft, enfin tous les auteurs. De 1800-1900, tu vois, c'est 1700, 1800, 1900, ils ont rendu la chose quelque part. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis quand je dis générique, c'est que Ouais. c'est devenu quelque chose voilà, pour te dire la famille Adams qui est la famille macabre par absolue. Tu vois, quand tu regardes la famille Adams, tu vas pas avoir un truc horrible, terrifiant, mais ils sont macabres et gothiques. Ça, tu vois, aujourd'hui, c'est devenu, voilà, le macabre fait partie de nous. C'est quelque chose qui est en nous comme on a une relation avec la mort, tu vois, je prends le morceau de Blue Oyster Cult qui s'appelle Don't Fear the Reaper. Don't Fear the Reaper, finalement, est macabre et gothique, tu vois, et rock'n'roll. Et un morceau magnifique, je pense que tu connais Don't Fear the Reaper, et qui est repris aussi dans le film Scream. Il y a une version acoustique dans le premier Scream. Et pour te dire que voilà, c'est quelque chose qui accompagne la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut pas Finalement, la danse macabre, elle est encore là. Elle se poursuit. Elle se poursuit. Don't Fear the Reaper, c'est un morceau des années 70. Et finalement, tu vois, on a toujours ce lien avec la mort en disant il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Ben Il oui, faut pas avoir peur. Enfin, je me comprends. Faut pas aller à sa rencontre. Mais oui, voilà, faut la laisser à la porte le plus tard possible. ben, est-ce que c'est pas plus mal dans une société aussi thanatophobe que la nôtre? Aujourd'hui, on est moins en contact de la mort que de certaines autres sociétés qui ont moins de tabous vis-à-vis de la dernière heure. Je regardais un épisode d'Axolot qui parlait de ça, des différents rituels mortuaires qu'il y avait chez nous. Et nous, c'est vrai qu'on est très, comment dire, pudique. On met les morts dans des cercueils, on essaie de s'en tenir le plus loin possible. On utilise des euphémismes du genre il nous a quittés. Et j'ai l'impression que plus on a essayé d'être pudique vis-à-vis de la mort, plus elle nous est inconnue et plus on est terrifié là où les anciennes générations avaient un contact plus direct avec la mort et en avaient moins peur quelque part. Est-ce que le fait que le macabre soit devenu mainstream, parce qu'en fait c'est ça le fin mot de l'histoire, est-ce que c'est pas plus mal parce que ça nous Mhm. permet d'être moins pudique vis-à-vis de la mort et du coup d'en avoir moins peur? Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a l'avancée de la science aussi, de la médecine. On a un rapport qui est totalement différent. Écoute, si je te pose la question de savoir la dernière fois où tu as été au cimetière pour voir quelqu'un, te recueillir sur une tombe, les gens le font de moins en moins. Les gens, si tu vas au cimetière, c'est plus pour aller visiter un cimetière, tu vois, par curiosité ou par voilà. Mais on a ce côté où bah, la mort finalement, elle fait partie du quotidien. Et on la craint sans la craindre. C'est quelque chose, je pense, qui est lié à chaque personne, mais aussi lié aussi aux tranches d'âge, tu vois.
Après, on est plutôt sur un côté sociologique, là, hein, sur un aspect sociologique. Mais le macabre, oui, pour les gens comme nous, je pense que c'est ton cas, mais il y a des personnes qui sont qui écoutent ces émissions, qui sont passionnées par le fantastique et l'horreur et le macabre, c'est qu'on a un rapport à la mort totalement différent, qui paraît choquant, choquant aux yeux des autres. Mm. Euh, tu vois, je me rappelle d'avoir fait un festival qui s'appelle le Bloody Weekend, d'ailleurs que je vous conseille vivement, c'est un très bon festival, où il y avait un cercueil, on pouvait aller dans un cercueil. Et moi, je suis allé faire le con dans le cercueil, je me suis dit, mais alors, quel effet ça fait, tu vois. Et j'ai même fait une séance de dédicace pour un livre qui s'appelle Belle Époque. J'ai une nouvelle une anthologie qui s'appelle Belle Époque, et on avait dédicacé sur un cercueil. Mais c'est pas un manque de respect. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un manque de respect par rapport à la mort, qui sacralisent la mort. Euh, Beaucoup de personnes croyantes, attention, voilà, ça appartient à chacun, ça fait. Oui. Mais voilà, il y a pas à avoir de débat là-dessus, mais non, non, c'est pas un manque de respect du tout. C'est qu'on a une vision de la mort qui est différente. C'est vrai quand tu es amoureux du macabre ou que tu as le macabre, ça on dirait un nom de démon qui te possède, le macabre. Quand tu as le macabre en toi, bah, écoute, je pense que tu as un lien forcément différent, mais que tu vois, là, tu parlais de la connexion et du lien qu'on a avec la mort. J'étais avec Fabien Delage ce week-end qui a écrit un livre sur le cabinet de curiosité spirit où on a parlé spiritisme voilà longuement, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'on a tenté de communiquer avec l'au-delà. Je me rappelle, voilà, c'est Victor Hugo qui voulait communiquer avec sa fille, les cercles spirites, Alain Kardec. J'ai écrit une nouvelle sur le spiritisme dans Belle Époque, sur Alain Kardec qui a passé une nuit au Père Lachaise dans une crypte. Voilà, c'est peut-être mon texte le plus macabre, hein, finalement. J'ai une petite nouvelle dans Belle Époque qui est totalement dans le macabre. Et donc voilà, on avait ce lien avec la mort, ces connaissances, c'est de chercher à comprendre. Chercher à comprendre. Aujourd'hui, ce qui me choque peut-être, c'est de me dire qu'on a arrêté. On a arrêté en partie de vouloir percer le secret. On accepte en fait comme une fatalité. Euh, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, hein. Je sais pas du tout. Si c'est bien d'accepter la mort de manière fataliste, ça, ou de dire, de pas chercher à comprendre, de pas chercher voilà, bon, je vois le spiritisme a évolué. Il y a encore des gens qui pratiquent et je vois les TAPS, toutes ces émissions qu'on a eues dans les années 2000, au début des années 2000. Les chasseurs de fantômes, je suis passionné par le paranormal et par tout ça, hein. Mais ils le font de manière un peu maladroite, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, c'est toujours. Et puis il y a ce côté où on se dit, est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas. Voilà, donc non, est-ce qu'on s'est détaché de la mort? Je ne crois pas, je crois pas du tout. On est peut-être pas fasciné, parce que la fascination serait totalement morbide, hein, mais on a développé un autre lien qui mérite à être peut-être plus compris, ou j'en sais rien. Nous, en tant qu'auteur, on parle de la mort, on parle de choses qui font peut-être peur, mais tant qu'on parle d'elle, bah voilà, finalement, on continue à célébrer la danse macabre, hein. On continue à pratiquer la danse macabre en continuant à écrire sur la mort en parlant d'elle, hein. Mais le jour où on arrêtera, ce sera peut-être plus grave, j'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cathartique? On en parlait avec Livin, justement, ça va raconter ce qu'il avait dit, comme quoi il avait tué une représentation de sa fille pour un impact émotionnel dans un de ses livres, et il m'avait expliqué juste après, en fait, j'écris des choses qui me font peur. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que aussi, cet intérêt pour le macabre dans tes écrits, il n'y a pas un côté un peu cathartique? Si, totalement. Bon, après, c'est quelque chose qui m'est très personnel, hein, Mm. voilà, bon, après, je vais pas trop développer parce que, bon, voilà, mais c'est sûr que dans les années 80, moi j'ai grandi dans les années 80 j'ai perdu des copains d'école qui sont morts, hein. J'ai perdu un de mes meilleurs amis quand j'étais enfant. Et donc, forcément que la mort, j'ai été confronté à la mort très tôt. Très, 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 très tôt. Et donc, derrière, c'est peut-être pour ça, ça a peut-être créé une passion derrière, enfin, une passion. Je me comprends, voilà, mais un intérêt, voilà, pour cet univers macabre. Je sais pas, après c'est plus compliqué, plus profond que ça, si tu veux. Je suis pas persuadé. Peut-être que oui, peut-être que non. Aujourd'hui, la mort est encore présente autour de nous, mais peut-être moins, tu vois. Mhm. Encore eux, la médecine. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans la journée de la lutte et la recherche contre le cancer, tu vois. C'est quand même la recherche qui avance et voilà, qui nous permet de vieillir plus longtemps, hein, donc on a ce rapport à la mort qui est différent. Vraiment, on lutte contre elle, on se bat contre elle.
on se bat contre la mort, et ça c'est important de le faire. Je pense qu'il faut pas, voilà, la chanson de Don't Fear the Reaper qui est très très romantique, qui est magnifique. Voilà, c'est pas, il faut mourir. Il faut, non, 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 c'est pas ça du tout. Hein. C'est la mort. Faut pas, voilà, elle frappera à la porte tôt ou tard, mais il faut la laisser frapper à la porte, faut pas aller vers elle, jamais. Oui, bien Moi, sûr. c'est comme ça que c'est comme ça que je célèbre la vie, tu vois. Mais oui, il y a peut-être un côté cathartique. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Ce qu'il voilà, il faudrait, faudrait c'est faire. c'est célébrer un peu le carpe diem. C'est-à-dire, on sait jamais quand elle peut Et bah, débarquer, mais faut vivre le plus possible, tu ne à pouvais fond. pas. Tu ne pouvais pas mieux dire, tu ne pouvais pas mieux dire car la danse macabre a donné naissance au Carpe Diem. Ah, bah, autant pour Ah, moi. tu vois, donc du coup, eh ben voilà, tu vois, hein, dans la danse macabre, et ben, il appelle Carpe Diem. Et Mm. voilà. Tu vois, alors, on vient de lancer la pièce en l'air, et on a les deux faces qui voltigent, donc la danse macabre et le Carpe Diem. C'est voilà, il fallait un moment contrebalancer cette présence de la mort totale et absolue qui était dévastatrice hein, Mm. sur les épidémies de famine, de peste et autres. Là, c'était nous, on est chanceux aujourd'hui. Hein, bien sûr, passer l'épisode Covid qui a été un petit peu violent pour certains. euh, bon, on est quand même loin de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on peut se dire chanceux sur certains points et de ne pas avoir cette mort on n'est pas entouré par la mort, tu vois. C'est pour ça qu'on écrit nos histoires et voilà. Après c'est une sorte voilà de curiosité, de côté intriguant, puis c'est une forme d'art, c'est une expression artistique, tu sais. Tu t'exprimes, voilà, c'est oser, on ose quelque chose, tu vois. C'est Mm. comme les personnes qui sont passionnées par les tueurs en série, tu vois. Va discuter avec quelqu'un qui est passionné par les tueurs en série. Là, c'est. Beaucoup de Ouais, femmes, j'ai exactement, mais tu remarqué, en rencontres. Moi, beaucoup de femmes, alors que ce seraient les premières victimes. oui, mais après, il y a quelque chose aussi derrière. Est-ce que c'est pour comprendre le mécanisme ou pas, tu vois, ou est-ce qu'il y a une fascination morbide derrière? On sait pas, mais c'est intéressant de se poser la question. Vraiment, on est sur des choses qui sont énigmatiques. Tu vois les documentaires, tous les documentaires qu'il y a sur Netflix, la série Monsters, il y a eu Dahmer, il y a eu La série les Mindhunter. Menendez, La série Mindhunter il y qui a a été un Mindhunter, succès fou. c'était génialissime, qui était incroyable, mais ça cartonne, ça cartonne. Donc c'est vrai que si les gens ne vont pas vers les textes d'horreur ou de fantastique, qui vont pas lire ça, ils vont quand même regarder des choses qui sont sombres, qui sont macabres. Ils vont quand même regarder tout ça. Et ils seront fascinés. Les gens sont fascinés. C'est-à-dire que même la personne qui va dire non, non, moi, oh non, ça c'est horrible, je ne peux pas, les gens qu'on voit en salon, qui passent à côté de nos stands et qui baissent les yeux, qui n'osent pas regarder nos livres, qui n'osent pas venir vers nous, et ben ils vont rentrer chez eux, ils vont allumer, faites entrer l'accusé, quoi. Et Cacher ce gore que je ne saurais voir. voilà, tu vois, il y a une fascination mais nous, voilà, regarde, tu vois, je porte une marque de fringues qui s'appelle Crève, Crève Clothing, bah, c'était pour en faire un clin d'œil justement macabre. Bref, mais, mais du coup, pour te dire que nous, on affirme, voilà, on affirme par une expression artistique. On écrit, on n'écrit pas nos textes et nos petites histoires pour le bonheur de se faire un nom, pour se dire on sera connu, on va célébrer la mort, c'est génial. Non, parce que c'est en nous. Enfin, moi, j'écris ça. Comme je faisais de la musique, j'ai fait du métal pendant des années. J'ai chanté, je faisais de la gratte. Après, derrière, j'ai réalisé des films et tout qui étaient sombres. Mais parce que c'est ce qui est en moi, c'est ce qui est en moi. Voilà, j'ai l'impression d'être né pour faire ça, tu vois. C'est une vocation, c'est une vocation. C'est étrange de dire ça, tu vois. Mais, mais c'est une vocation. Mais non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire parce que quand j'étais ado, j'étais pote avec des nanas qui étaient gothiques. Je suis même sorti avec l'une d'elles. Et c'était marrant parce que elles étaient pas dépressives, hein, parce qu'on a souvent l'image du gothique un peu dépressive, ça écoute The Cure, ça a envie de se trancher les veines. En fait, les meufs, elles étaient pleines d'énergie, elles étaient vivaces. Elles avaient un attrait pour le gore qui était particulier. Même moi, c'était ok si tu veux. Mais elles étaient pas mal en fait. C'était c'était plus un goût artistique pour ça plus que un côté un peu nihiliste quoi. C'était vraiment mais du coup je vois ce que tu veux dire quoi. C'est que c'est un intérêt culturel mais c'était pas tu célèbres pas la mort en fait. Non, 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 c'est l'esthétique. T'as parfaitement résumé. C'est l'esthétique, c'est de l'art, c'est de l'art. Euh, Malheureusement, comme le mouvement punk, comme tous les mouvements qu'on a traversés, il faut des années et un recul incroyable pour reconnaître la valeur artistique de ces courants. La culture gothique, je suis un grand fan de la culture gothique, hein, mais qui est liée au macabre, hein, forcément.
ce sont pas des gens qui ont envie de mourir. Faut arrêter ces conneries-là, quoi. On n'est pas sur des. Et surtout, faut en parler. Il faut en parler, hein. Il faut en parler. Parce que ne pas en parler, c'est. Voilà. Mais d'ailleurs, on le fait là. On en parle. On parle de la mort. Ça fait quoi, 1 heure qu'on parle de la mort? Je vais bien dormir ce soir. Je rigole, je Eh rigole. ben, écoute, c'est quoi? Tu liras une de mes nouvelles comme ça. Tu vois, ça va te, ça va te encourager. Ou tu liras mon roman. Tu liras mon roman. Mais non, là, c'est vraiment une esthétique, le macabre et ses mouvements, tout ce qui en découle, le gothique, ça a une valeur artistique totale, totale, et qui mérite d'être respectée. Mais voilà, c'est sûr que monsieur et madame, tout le monde, sans, sans vouloir donner un côté péjoratif, hein, tout ça, ils vont analyser, juger. Et toi, t'es fan de métal. Combien de fois tu t'es fait juger parce que t'écoutais du néo-métal, hein, on en a parlé tout à l'heure, tu vois. Mais par les Aujourd'hui, tu métalheads, dis, par les métalheads eux-mêmes, les gros puristes, c'est eux qui m'emmerdaient le plus, hein, c'est pas le pékin moyen. Mais, c'est pas facile de faire du néo-metal, j'en ai fait. Tu vois, j'ai commencé par un groupe de néo-metal au début des années 2000, un groupe qui s'appelait Hope 4. Et on jouait avec des groupes de death, avec des groupes de. Et c'était pas facile, tu vois, on était en survêt, mon chanteur avait des dreads. C'était quoi, tu vois, t'arrivais en. Voilà. Mais non, parce Alors que c'est ce que qu'aujourd'hui c'est t'aimes. devenu cool. Aujourd'hui c'est devenu cool. T'as plein de groupes Oui, totalement cool, hein. de deathcore ou autres qui disent ouais j'écoutais du Linkin Park quand j'étais ado. Limite c'est revendiqué comme une fierté. Ah, voilà. Et derrière, j'ai eu un groupe qui s'appelait Last Sundown, on faisait du metalcore. Là, j'ai pris la place du chanteur et voilà, je faisais chanter, je faisais la guitare, je composais les textes. Et, euh, et on était dans cet univers-là. Même si c'était du metalcore, il y avait toujours ce lien au macabre. On va éviter de dire mort parce qu'on a tellement dit là depuis 1 heure que Ouais. ça devient un peu compliqué. Mais ce lien au macabre, tu vois, qui était là. Et parce que c'est en toi, c'est une partie intégrante, une partie intégrale de ta personnalité, quoi. Donc du coup, tu es totalement dans cet univers-là et tu vas pas faire semblant. Il n'y a rien de pire que de faire semblant, hein. Porter un masque, tu vois, tu vas porter un masque en société, tu dis merde, je peux pas affirmer que j'aime le néo-metal. Pourquoi? Ah ouais, Bien sûr bien que si, sûr. t'as le droit d'aimer le néo-metal, t'as le droit d'aimer la musette, t'as le droit d'aimer ce que tu veux. Il y a pas de règle dans l'absolu, quoi. Mm. Ça t'appartient, tes passions, l'amour que tu as pour l'art, la culture, hein, ça n'appartient qu'à toi. Et nous, en tant qu'auteur tu vois, tu as peut-être eu cette discussion avec Frédéric Livens ou avec Pierre Brulet ou avec Francis Brenner. C'est que, voilà, nous, des fois, on est un peu, je vais pas dire rejeté, on n'est pas rejeté, on est suranalysé, tu vois. Ouais. Suranalysé, tu vois. T'écris un texte d'horreur, un texte fantastique, les gens qui vont lire vont se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mon Dieu, waouh. Mais non, Mais non, non. les, les- Nous, les- on est là c'est une passion, on vous raconte des histoires. Arrêtez de. Voilà. Ils Je dis, psychanalysent je le un peu les répète. auteurs. Ils psychanalysent un peu les auteurs. Livas nous a dit qu'il y a des gens qui l'ont dit c'est une honte que vous soyez père de famille par rapport à certains de ses écrits. Et Pierre Brûlé, de ce qu'il m'a dit, il a moins morflé, mais il avait compris qu'il était le seul dans son entourage, dans son délire du voyage sur Mars, et c'est pour ça qu'il a mis un peu de côté. Ah bah Pierre est plus après dans ses écrits, Pierre est peut-être un peu plus c'est génial, hein, ce qu'il fait. Pierre il est très talentueux et il est peut-être un peu plus light, plus léger que moi et Ouais. Frédéric, hein. On est un peu plus voilà, on est un peu plus dans l'horreur et le fantastique. Voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, le fantastique, hein, non plus, mais ouais, je pense que les auditeurs ont compris que le fantastique rejoignait le macabre, le gothique. Voilà, quand on voit Marie Shelley qui nous écrit, qui nous pond un Frankenstein qui est l'œuvre majeure du fantastique Qui pour a été beaucoup à mes déformé, yeux. qui a été beaucoup déformé dans l'imaginaire. J'avais vu un documentaire où en fait il parlait de ce qu'était Frankenstein, et on est loin de l'image Boris Karloff avec le mec qui comme ça. On se rend compte que c'est un Non, personnage vraiment tragique et vraiment humain en fait dans le bouquin de Shelley. complètement macabre. Complètement macabre. Voilà. Mais non, non, dans le livre de Shelley, après, je pense que tu connais la genèse de Frankenstein de Shelley, hein. C'est-à-dire que c'était un pari. Ils avaient un an pour écrire un roman avec Percy Shelley, son mari, avec Lord Byron. Et ils se sont retrouvés au bord du lac Léman. Et ils avaient un an pour écrire l'histoire la plus terrifiante possible. Et c'est Mary Shelley qui a gagné avec son Frankenstein. Et son roman est magistral, hein. Et elle s'est inspirée de la science de l'époque. Vraiment, elle a fait un travail fou, fou, et elle a transformé une créature. Est-ce que Frankenstein n'est pas le premier monstre, un monstre qu'on préfère à son créateur finalement, hein, Bah oui. puisque le vrai monstre dans Frankenstein, c'est Frankenstein, c'est-à-dire le savant. C'est pas la créature en elle-même. La créature, c'est une victime. C'est une victime. Et Mary Shelley, donc elle a réussi un coup de maître, un coup exceptionnel en faisant ça, en rendant le monstre.
voilà, on a de l'empathie pour le monstre. Encore aujourd'hui, avec l'adaptation de Netflix, d'ailleurs, je pense que Guillermo del Toro rêvait de mettre en scène Frankenstein. Et son film est très, 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 très bien. Il est très bon, son film. Et il a un côté magnifique, très poétique. Sa créature a un côté magistral, vraiment. Je sais pas si tu l'as vu, Non. mais je te conseille ce film. Voilà. Son adaptation est pas mal du tout. Macabre, gothique, poétique. Je voudrais poser une dernière question pour l'entretien. Bon, je pense que tu as pu observer ce phénomène qu'on observe depuis une bonne dizaine d'années déjà. C'est le phénomène dit de la dark romance, qu'on va beaucoup fleurir un peu partout. Bon, moi, j'ai écrit une dark romance par accident, c'est souvent ce que je dis. Mais moi, c'est un truc que j'ai constaté, c'est que moi, par exemple, quand j'écris mon bouquin, je me suis dit public adulte, forcément, parce que les thématiques font que c'est plutôt les adultes qui vont s'intéresser. Et j'ai été stupéfait d'apprendre que dans les lectrices, parce que c'est surtout des femmes, il y avait beaucoup d'adolescentes de 15 à 17 ans avec accord parental, bien sûr. Hein, on s'assurait à ce que les parents soient bien conscients de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça m'a stupéfait. Et je voulais discuter avec toi, pourquoi des jeunes adolescentes sont autant attirées par un genre comme la dark romance qui pourtant peut être parfois glauque dans ces thématiques. Comment tu peux expliquer cet attrait pour des thématiques pour le coup macabres dans la dark romance? Alors, là, je pense déjà, bon, je sais pas s'il y a, il y a pas mal d'auditrices ce soir, mais je vais aller dans leur sens. Déjà, les filles sont beaucoup plus matures que les garçons, c'est une réalité. On le sait tous, hein, les filles et les femmes sont beaucoup plus matures que nous. Donc du coup, elles seront portées vers ce genre de littérature. La dark romance, c'est un peu plus profond que la fantasy basique et la romance classique. Donc c'est plus profond, plus sombre, plus tragique. Elles ont, voilà, elles sont plus en avance sur les garçons par rapport à ça, si tu veux, Après, attention, il faut pas rentrer dans les clichés non plus. On va pas Non, mettre bien de sûr. cases ni d'autres, tu vois. Parce que ça serait trop risqué, trop dangereux. Mais tu peux avoir un petit gars qui va venir vers ton bouquin de dark romance et ça va l'intéresser de ouf, tu vois. Donc du coup, là-dessus, ça veut rien dire. Mais je pense de base, déjà, moi, je vois au niveau de mes textes, j'ai beaucoup plus de lectrices que de lecteurs. Mais dans pas mal de Dans genres la littéraires, j'ai fantasy. l'impression. Ah Le- oui, on a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs parce que les gars, j'ai des lecteurs, attention, mais ils vont me demander, ils vont plus s'intéresser au côté factuel, au côté Hmm. factuel du texte, se dire, bon, si vous parlez d'histoire, est-ce que c'est vraiment en lien, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fiable? Ils vont me poser des questions hyper pointues, là où des femmes vont être plus ouvertes, vraiment plus ouvertes sur la réception des univers sombres, macabres. Voilà, les femmes le reçoivent beaucoup mieux, cet univers-là. Il y a peut-être un côté de sensibilité féminine qui est plus ouvert hein, Hmm. sur le côté dark des textes. Voilà, ça fait un peu bizarre de dire dark sur des textes, mais sur le côté sombre et gothique, Hmm. macabre. Moi, sur le labyrinthe de Satan, c'était pas ouais, le terme de dark fantasy, on l'utilisait pas trop à l'époque. Hein. Ça a popé il y a 2 3 ans ce truc-là, mais quand j'ai écrit le labyrinthe de Satan, j'ai fait comme toi, tu vois, je pensais pas écrire un truc de dark fantasy. Et à la fin, quand je le présentais, j'ai dit bah c'est de la dark fantasy, voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, oui, les femmes sont plus ouvertes sur les personnages, sur les univers, voilà, mais encore une fois, bon, c'est un peu réducteur, on va pas, voilà, c'est des univers qui s'ouvrent à tout le monde. C'est peut-être aux hommes aujourd'hui d'aller vers ces univers-là, de s'ouvrir et de comprendre, peut-être, de mieux comprendre. Ça aiderait peut-être plus de choses aussi dans notre société si les hommes allaient vers ces univers qui sont, je vais pas dire univers féminins, mais si les hommes allaient vers ces univers-là, peut-être que voilà, il y aurait peut-être moins de problèmes, moins de conneries autour de nous, moins d'abrutis. Putain, je suis vulgaire, mon Dieu, il est temps que ça se termine. Hein. Mais, euh, mais voilà, non, non, oui, je te rejoins là-dessus. C'est pourquoi plus de femmes? Bah déjà Mais plus d'adolescentes parce surtout, c'est surtout ça qui m'a préoccupé. les adolescents sont plus matures. C'est un côté plus mature, sans vouloir généraliser. Hein, je le redis parce que je ne veux pas heurter certaines personnes. Il y a des garçons qui sont très matures. Quand je te parlais en début d'émission que j'avais vendu un étrange enfance à un enfant de 9 10 ans il y a une semaine. Bon après, comme on en a parlé, attention, vraiment en vérifiant que c'était possible pour lui ou pas et qu'il y avait accompagnement derrière. Bien Voilà. sûr. Mais
Mais voilà, c'est plus de curiosité, tu sais. Je pense que finalement, aujourd'hui, les lectrices sont des plus grandes aventurières. Elles sont plus ouvertes pour aller vers la culture et l'art, sous toutes ses formes, que les hommes de manière générale. Mais voilà, j'ai de tout aussi. J'ai des hommes qui viennent lire mes bouquins, mais ils vont aller vers d'autres titres, tu vois. Ils vont aller vers d'autres textes, vers d'autres. Mais sur la dark fantasy, le côté gothique, le côté sombre, eh ben, fait moins peur aux femmes, hein. Il fait moins peur aux femmes et elles y trouvent peut-être la poésie qu'on veut y placer, là où d'autres personnes ne la verraient pas, tu vois. Donc du coup, euh, voilà, on va pas se plaindre, hein. Écoute, tant mieux si ça permet d'avoir une connexion et de pouvoir partager nos histoires. Et aux hommes, vraiment aux hommes de faire le pas, d'aller vers cette littérature, euh, voilà, mais on y va progressivement quand même. Moi, j'ai de plus en plus de types de lecteurs de tout genre, de tout type. C'est merveilleux, c'est top. Je reviens sur le fait de mon amour pour les créatures, les monstres. Nous sommes des créatures et des monstres, nous aussi, finalement, hein, sous nos masques d'hommes et d'êtres humains. L'homme est un Et, animal, euh, on oublie, hein. L'homme est un animal. et voilà, le animal. Et donc, du coup, il faut. Écoute, un texte n'a pas de genre, hein. Une histoire n'a pas de genre, quoi. Une Non, mais histoire n'a pas je de suis genre, pas elle en est train de ouverte. dire qu'il y a que des femmes. Il y a effectivement Oui, des oui. lecteurs dans les deux sexes, mais c'est vrai que la plupart des genres, dont la dark romance, ont un public plus féminin que masculin. Il y a des hommes qui lisent, mais c'est majoritairement des femmes. Et je crois, ce sera Lucas qui va me rectifier parce que c'est celui qui m'en a parlé. Le seul genre littéraire où il y a plus d'hommes que de femmes, je sais, c'est soit la fantasy, soit la SF, un des deux. Mais c'est le seul genre. Tous les autres, c'est majoritairement des femmes qui lisent, y compris les polars. Tu serais tellement surpris. Écoute, là, j'ai des projets qui sont en cours et des projets qui vont être bien bourrins. Voilà, macabre et bourrin, du coup, hein, parce que j'essaie toujours macabre. Je t'ai dit que c'était, voilà, c'est ma signature, mais macabre et bourrin, et ça intéresse beaucoup, beaucoup de lectrices, hein. Et c'est plus les lectrices qui viennent, qui disent, ouais, génial, incroyable, waouh, j'en veux encore plus, vas-y, lâche-toi, vas-y, on en veut plus, tu vois. Et tu dis, waouh, ouais, génial, mais ça fait tellement, tellement plaisir. Mais c'est juste un moment, c'est un alignement des planètes. Peut-être qu'un jour, toutes les planètes seront alignées, le public sera équilibré, ou peu importe, hein, finalement, on s'en fout. Ça n'a Oui, pas tant d'importance que ça. Je pense qu'à l'arrivée, c'est anecdotique. C'est que tant que la lectrice ou le lecteur trouve son bonheur ou son malheur oui, bien sûr, dans moi son. je me plains pas, moi je me plains pas, c'est toujours... tant qu'il y a de l'oseille, moi je m'en fous, à un moment donné, tant qu'on paye mes exemplaires, je m'en fous, mais c'est vrai que c'est le fait que, et puis qu'on aime aussi les histoires que j'écris, mais c'est vrai que je m'étais posé la question, mais c'est bizarre toutes ces adolescentes qui veulent lire un livre réservé à un public adulte, tu vois, ça m'avait un peu surpris, mais bon, écoute, après, Non, si c'est fait dans les règles et qu'il y a accord parental, moi je m'en fous, hein. il y a toujours, mais après, il y a des auteurs ou des éditeurs qui ont pas cette façon de fonctionner. Que nous, on a au Luciférine ou dans d'autres maisons d'édition où on a une surveillance quand même. Attention, moi, je vends Bien pas sûr. tout à n'importe qui, hein. J'ai des trucs qui sont un peu plus sombres. Là, on a sorti une anthologie qui s'appelle Terreur nordique il y a quelques mois, qui est bien plus bourrine. Et après, on n'est pas dans des jets verts de sang, dans des trucs gore, mais bon, je peux pas la vendre à des enfants, tu vois. Mais un truc qui s'appelle Étrange Enfant, déjà, si tu fais un truc qui s'appelle Étrange Enfant, tu vois, tu t'appelles quand même un peu un public plus jeune. Ouais. Et pareil sur les démons japonais qu'on avait sorti, qui a très très bien fonctionné, les démons japonais. On dit les yokai. Voilà, les yokai, exactement. Et c'est notre best-seller, hein, au niveau des luciférines. Et tu vois, là, si vraiment un lecteur ou une lectrice le veut absolument, écoute, incroyable, tu vois. Moi, sur le labyrinthe de Satan, je, en tête, bien sûr que j'avais quand même un public cible. Je me disais, bon, bah, vu que c'est une héroïne, je me disais, si une petite fille, une adolescente, se voit dans le personnage, parce qu'il y a un côté complètement badass, j'espère que tu liras mon roman à l'occasion. Il y a un côté Sans problème. vraiment, voilà, à la fin, voilà, c'est la révolte, enfin, je veux pas spoiler. Mais, et je dis, voilà, je l'écris un peu pour ça aussi, pour l'émancipation, pour le côté on se révolte, amour, la romance, c'est un peu ça, hein. Et, euh, et j'en ai vendu un paquet et j'ai eu écoute, une adolescente qui est venue ouais, il y a 2 ans au Festival de Jarmé. Elle était avec ses parents et elle n'osait pas venir me parler. Elle et ses parents qui sont venus, qui ont dit, bah, on vous a déjà acheté un livre. Bah, je dis, bah, lequel? On vous a acheté votre roman, Le Labyrinthe de Satan. Moi, je dis, bah, incroyable, génial, hein. Ah, bah, c'était pour notre fille, bah, qui est là, mais elle n'ose pas trop vous parler et tout. Je dis, bah, pas de problème, et toi, t'as aimé? C'est mon livre préféré. Ah, Ah, je peux te dire que c'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Tu vois, je dis, c'est bien, je peux arrêter. Là, je peux aller me coucher, me rendormir jusqu'à, voilà, voilà, retourner dans mon cercueil.
Et, euh, et voilà, c'est génial, quoi. Tu te dis, bon, tu fais ça pour ça aussi, pour retransmettre des émotions, et voilà, pour raconter une histoire qui va marquer. C'est un peu notre but. Nous, finalement, on n'est rien, hein. Nos pseudos, nos noms, il restera pas grand-chose d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sait pas. Mais peut-être que nos histoires, euh, je nous le souhaite, parce que tu écris aussi, hein, je nous le souhaite, je souhaite que nos histoires nous survivent, quoi. Bien sûr. Que ça marque, hein. Ça marque. À l'époque, je faisais de la musique, quand les gens venaient me faire des retours sur mes morceaux, mais j'étais tellement content, tu vois. Donc voilà, hein, c'est important, on est là pour transmettre notre amour du genre, macabre, gothique, fantastique, horrifique, peu importe. On est là pour transmettre cet amour-là. J'espère qu'on le fait bien. J'espère aussi. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut conclure ce numéro. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ah, mais j'ai 10 000 mots, t'as vu comme j'étais bavard, quoi. Attention, hein. Donc déjà, vous allez pouvoir retrouver une bonne actualité, hein. Je vous invite à aller voir ma page Instagram, Aaron Judas, ou mon compte Facebook, Aaron Judas. N'hésitez pas à m'envoyer une petite invitation. Une actu bien chargée pour l'année 2026, hein. On prépare des jolies choses, du côté des éditions Luciférine et ailleurs. Là, une actualité qui va être pas mal. Et puis, bon, en dernier mot, écoute, je vais prendre la devise de la famille Adams. Sic Gorgiamus, Alos, Subjectatos Nunc. Ok. Bah écoute, merci beaucoup à... De quoi? Je te le traduis si tu veux, hein. Je te le traduis parce Vas-y, que c'est vas-y. latin. J'ai fait le Mais, mec. Oh, ok. nous, nous aimons nous repaître de ceux qui aimeraient nous soumettre. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aaron, d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir, de nous avoir parlé de ce sujet intéressant pendant presque 1 heure et demie. Euh, Merci à vous. Non, c'est très bien. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Alors, le prochain Radio Dojo, comme vous savez, c'est dans 2 semaines, même jour, même heure. Je ne vous dis pas le nom de l'invité, je vous le réserve pour la veille. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!